Bonjour à tous pour cette nouvelle édition du Cosmo Club. Puisqu'il nous faut considérer le temps du tweet, Gilles Gressani, c'est vous qui nous invitez à le faire. Un tweet récent de France Diplomatie du 26 novembre dernier, c'était la date de la signature du traité du Quirinal, disait bâtir un réflexe franco-italien, l'objectif du nouveau traité du Quirinal. Alors voilà, le sujet est posé. Aujourd'hui, nous avons parlé du traité du Quirinal, et on dirait en italien. Et on va s'interroger sur les raisons de ce traité, sur son contenu, mais aussi bien sûr sur les conséquences attendues, probables ou non, de ce traité qui prend le nom donc du palais de la résidence officielle à Rome du président de la République italienne. Pour en parler, donc aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jérôme Gautret, qui est journaliste, correspondant à Rome du journal Le Monde, Catalina Avanza, qui est conseillère politique du groupe Renew au Parlement européen pour la délégation française et qui est membre de la direction nationale du Parti démocrate italien, et Gilles Gressani, qui est cofondateur du groupe d'études géopolitiques et du Grand Continent aux publications et initiatives multiples. Donc, deux Français d'Italie, je me compte dans ce compte, et deux Italiens de France et de Belgique. On est en plein cosmopolitisme, comme de coutume à Cosmocène, sur un sujet qui, je pense, nous tient tous à cœur du fait aussi de nos parcours respectifs. Donc, chers amis, je vous demande aujourd'hui de nous pencher sur ce traité donc, du Quirinal, qui est un traité bilatéral, qui fait écho en fait à un autre traité, celui de l'Élysée, qui prenait aussi donc, le nom d'un palais présidentiel, et qui avait été signé en 1963 entre la France et l'Allemagne, et qui a d'ailleurs été complété par la suite en 2019 avec le traité d'Aix-la-Chapelle. Donc c'est un traité bilatéral, c'est un traité court, qui est constitué de 12 articles, comme il en va des travaux ou des apôtres, qui couvre la politique étrangère, sécurité, migration, économie, culture, enfin c'est très vaste, le tout pour une durée indéterminée. Et il prévoit aussi d'ailleurs, et vous en direz peut-être quelque chose, un sommet intergouvernemental annuel. On verra quelle est sa fonction. Le fait est que le président de la République français, Emmanuel Macron, qui est plutôt italophile, avait dès le début de son mandat dit qu'il entendait s'intéresser à renforcer les relations franco-italiennes, à essayer de peut-être les institutionnaliser. Le fait est que les Italiens et les Français croient souvent mieux se connaître qu'ils ne se connaissent vraiment. Les relations ne sont pas nécessairement extrêmement soutenues et structurées, même si, enfin en tout cas au niveau des administrations aussi notamment, même si ce sont deux partenaires qui sont somme toute très proches au niveau commercial, puisque l'Italie est le troisième partenaire commercial de la France, et la France est le deuxième partenaire de l'Italie. Donc il y avait une volonté de rapprochement qui n'a d'ailleurs pas empêché pour autant des tensions et des couacs sur lesquels vous allez très certainement revenir, je le sais, et qui ont d'ailleurs retardé un peu la signature du traité, affaire Fincantieri, chantier de l'Atlantique, des transitions frontalières un peu tendues, des déclarations aussi provocatrices parfois de certains membres du gouvernement italien. Le fait est qu'on a l'impression qu'on est dans une nouvelle phase, aussi parce que le fait est que l'Italie est entrée dans une nouvelle phase. Elle est la première bénéficiaire des fonds dans le cadre du plan de relance européen avec plus de 200 milliards. On a un nouveau président du Conseil, Mario Draghi, auréolé de sa gloire de sauveur de l'euro, qui se présente en grand réformateur de la péninsule et qui de fait contribue à remettre l'Italie un peu au centre du jeu européen. Une gestion du Covid qui a été plutôt bonne dans un pays qui a été très touché par cette pandémie. Des élections aussi municipales récentes, même si là j'extrapole peut-être, qui ont marqué un certain recul des partis populistes. Enfin, toujours est-il qu'on a l'impression qu'il y a une nouvelle phase, une nouvelle respiration, un nouveau moment, assez favorable peut-être pour l'Italie, et que ce changement aussi de situation et d'équipe dirigeante arrive au moment justement où ce traité est signé. Ça pourrait contribuer à changer certaines choses dans les relations franco-italiennes et peut-être aussi au-delà. Peut-être ça aurait une incidence sur le couple franco-allemand. Ça permettra de faire évoluer les choses. La géométrie en fait de ces alliances, disons locomotives ou motrices en tout cas au niveau européen, ou peut-être en diminuer le poids. Voilà les questions sur lesquelles je vous propose de vous pencher. Et pour commencer, je vais céder la parole à Jérôme Gautret. Jérôme, à vous la parole. Je remets mon micro. Voilà. Alors, oui, est-ce que vous m'entendez? Ça marche? Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, très bien. Donc, merci très bien d'avoir un peu lancé la discussion. Alors, effectivement, il y a cette idée. Je pense que ce qui va être central dans la réflexion qu'il faut avoir sur ce traité, quand on regarde finalement, c'est de se dire que ce que contiennent les 12 articles, on pourrait quasiment le mettre de côté, parce que ce n'est pas tellement important. Le plus important, c'est que ce traité existe. Je veux dire que tu as fait, Trémeur,
cette référence dès le début, on est dans un cycle, en réalité, qui a commencé par, dans les premières semaines du mandat d'Emmanuel Macron, des fortes tensions franco-italiennes, en réalité. Après un moment de vrai, en tout cas de soulagement italien après l'élection d'Emmanuel Macron, il y a eu un moment de très forte tension parce qu'il y a eu la conjonction très, très rapprochée de 3 événements qui ont très, très vite provoqué des crispations. Le premier, ça a été le veto français sur l'opération de rachat des chantiers de l'Atlantique par Fincantieri. Le deuxième, ça a été la mise sur pied d'un sommet à la Celle-Saint-Cloud rassemblant les chefs de faction libyenne dans lequel l'Italie n'avait pas été associée. Et ensuite, il y a eu une fin de non-recevoir française aux demandes italiennes de mutualisation, ou du moins de solidarité dans la crise des migrants. Et tout ça s'est produit entre le début juin et début juillet, non, fin juillet pour la Celle-Saint-Cloud de l'année 2017. Toujours est-il qu'on s'est retrouvé au mois d'août avec une situation franco-italienne extrêmement dégradée, sans avoir vraiment vu venir la tempête, alors que tout l'annonçait. Et donc, je pense qu'il y a eu de façon très concrète la conscience du fait qu'il fallait trouver un moyen de se parler mieux pour éviter ce genre de malentendu. Cette demande a été officiellement faite un peu au débeauté lors d'une rencontre franco-italienne, un sommet franco-italien qui se tenait à Lyon, fin septembre 2017. D'ailleurs, c'est amusant, dans le traité du Quirinal, on parle de faire un sommet annuel. En réalité, ce sommet annuel, dans les faits, existait. Il a toujours existé. Il ne s'est pas tenu pour des raisons de conjoncture politique en 2018, parce qu'il y avait eu un changement de majorité en Italie qui rendait les choses impossibles, mais ça a toujours existé. Et ce traité répond avant tout à, je pense, réparer quelque chose. Et en ça, il est très, très différent du traité franco-allemand auquel il est toujours comparé de l'Élysée. Le traité franco-allemand de l'Élysée de 63 est un traité de réconciliation entre deux nations qui se sont fait 3 fois la guerre en un siècle avec des millions de morts et des contentieux territoriaux très lourds. Donc, il obéit à une volonté de passer à autre chose, de favoriser le rapprochement entre les peuples français et les peuples italiens. Or, la relation franco-italienne, c'est pas comme ça. On ne s'est jamais fait la guerre. Enfin, si on fait exception de 10 jours en 1940, enfin, on peut les... Elles existent, hein, ces journées de guerre, mais bon, on peut considérer que c'est anecdotique au regard de la situation franco-allemande. Il n'y a pas d'animosité particulière franco-italienne. Il y a des moments, par contre, de tension. Et il y a des moments de tension qui sont sans doute le fruit d'une méconnaissance mutuelle, ou tout du moins de l'illusion qu'on se connaît bien, qui en fait est très trompeuse. Donc, il s'agit un petit peu d'automatiser des choses qui vont de soi. Moi, j'emploie toujours je pars du langage courant, des clichés journalistiques pour définir les relations, pour montrer la différence entre le franco-allemand et le franco-italien. Le franco-allemand, dans les clichés de la presse, on parle du couple franco-allemand. On parle d'un mariage, en fait. Comment dit, un cadre contractuel entre des personnes qui ont choisi de vivre ensemble. Pour l'Italie, c'est la famille. Alors, la famille, on ne l'a pas choisi. Voilà. On ne l'a pas choisi, ça ne se passe pas toujours bien. Quand on s'entend bien, on dit qu'on est frère. Quand ça passe moins bien, on dit qu'on est cousin. Mais en fait, cette idée de la famille, je trouve que finalement, ça explique assez bien les choses. À la fois la difficulté de communiquer parce qu'on a l'impression d'être pareil, et à la fois aussi l'évidente proximité, la proximité charnelle. Donc, mettre de la norme dans tout ça, mettre des systèmes, mettre de l'automaticité, comme on ferait des conseils de famille quand on a des problèmes, eh ben, au fond, c'est ça l'objet de ce traité. Et ça pouvait même tenir sur une page A4, je pense. On aurait même pu faire encore plus court. Voilà, j'ai essayé d'être bref. À vous. Merci, on va retenir cette image qui est extrêmement parlante. Donc, je cède la parole à ma chère cousine, Caterina. Oh mince, on est en tension puisqu'on n'est pas frères et sœurs, je comprends. Oui, non, merci beaucoup à Cosmo Club pour l'invitation. Donc moi, je suis d'accord évidemment avec ce que vient de dire Jérôme. Néanmoins, moi, j'ai envie de retourner un peu la question, dans le sens que, effectivement, tu l'as rappelé aussi, l'Italie est un partenaire très proche. Avant la crise
Covid, les échanges commerciaux étaient à près de 80 milliards par an, 195 millions par jour. C'est le deuxième pays de mobilité des étudiants et vice-versa, l'Italie pour la France pour l'Italie. Enfin, tout ça pour dire que, en fait, comme souvent, à mon avis, la politique arrive un peu tard, un peu comme sur le mariage homosexuel. Enfin, en gros, on met des lois là où la société est de facto déjà mariée ou déjà famille. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que cette institutionnalisation, elle est bienvenue et sûrement le traité del Quirinale va booster ou en tout cas va encourager une dynamique qui est quand même déjà là. Enfin, moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai fait Erasmus au lycée, donc ça se faisait même dans les années qui maintenant datent. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez commun. Alors moi, ce qui me paraissait intéressant, c'était de comprendre la temporalité de cette institutionnalisation. Et après, voilà, pour juger l'efficacité de ce traité, il faudra évidemment attendre l'implémentation. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit quand même d'un accord politique, en fin de compte. Il faudra voir qui sera à l'Élysée après 2022, enfin en avril 2022, qui sera à Palazzo Chigi après l'élection du président de la République italienne, qui sera ministre des Affaires étrangères, parce qu'on a aussi, voilà, Di Maio, aujourd'hui, on le sait, a changé d'avis par rapport à la France et par rapport à Macron, mais son électorat, moi, j'en suis pas certaine. Et effectivement, il faudra comprendre quelle étanchéité arrivera à avoir Di Maio par rapport à son propre électorat, qui lui reste national, populiste, gilet jaune, on peut l'appeler comme on veut, mais qui n'est pas ravi de tout ça. Donc voilà, tout ça pour dire. Après, d'un point de vue politique, moi, je trouve que quand même la signature de ces traités est un retour de la diplomatie italienne, galvanisé par la figure quand même de Super Mario. Et Super Mario qui, à mon sens, a envie enfin de peser sur les dossiers sur lesquels il y a un consensus avec Macron, et il y en a beaucoup. Ils sont nombreux, même s'il y a beaucoup de, comme Jérôme le rappelait, quand même de friction par le passé, il y a quand même énormément de sujets sur lesquels il y a du consensus. Et à mon avis, le storytelling du Next Generation EU, qui aurait été un chef-d'œuvre de la diplomatie française, dû aussi à la concertation et à la collaboration franco-allemande dû au traité, dû au traité de l'Élysée, mais aussi d'Aix-la-Chapelle, qui aurait donc convaincu la chancelière Merkel de mettre en pause le pacte de stabilité et de lancer un grand plan d'investissement et d'endettement commun. Tout ça, ça commence, à mon sens, à taper un peu sur le système du Premier ministre italien, qui a envie, lui aussi, de take credits, comme on dit en bon français, sur les victoires qui vont arriver. Et il y en a, à mon avis, un certain nombre. Premièrement, la réforme du pacte de stabilité, parce que ça va arriver sur la table à un moment donné. L'autre bataille qui va arriver, c'est le fait de passer du libre-échange au juste échange. En clair, la réforme de la politique commerciale européenne et la réforme des règles de l'OMC. Ce n'est pas des petites réformes, même s'il y a des victoires là-dedans, Mario Draghi veut être protagoniste. La réforme de la règle de l'unanimité, le fait de toucher au traité, la nouvelle coalition allemande laisse penser qu'il y a peut-être une possibilité de le faire, et Mario Draghi ne veut pas, à mon avis, rater le train par rapport à Macron et au nouveau chancelier. La réforme de Schengen, ou pour le dire plus précisément, la survie de Schengen, la tentative de sauver Schengen, l'installation d'une préférence européenne dans les secteurs stratégiques, les listes transnationales, enfin si vous remarquez ce qui s'est passé au G20 sur la taxation mondiale, les fameux 15%, Mario Draghi a quand même sorti un leadership par rapport à Macron et par rapport à tous les leaders présent qui était, à mon avis, intéressante à observer. Et donc, moi, je trouve que la temporalité de ce traité est intéressante, notamment par rapport aux batailles qui vont arriver sur la table et sur la volonté de Mario Draghi d'imposer son style de leadership. Autre, à mon avis, justification de cette temporalité, dans l'institutionnalisation de ces relations qui, comme on l'a dit, existaient déjà de facto. Et comme disait Jérôme, les sommets existaient déjà, enfin ils n'étaient pas écrits, mais globalement, plus ou moins tout était là. C'est le fait que, certes, on est
cousins et parfois on ne s'entend pas bien, mais les menaces externes sont tellement importantes que là, il faut arrêter de se payer le luxe de ne pas se coordonner et de pas travailler ensemble. Il est beaucoup question de relations avec l'Afrique, par exemple. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas toujours été très d'accord sur l'Afrique, pas seulement sur la Libye, mais aussi sur d'autres territoires. Je parle, enfin, beaucoup d'autres territoires. Mais voilà, on ne peut pas ignorer l'entrisme de la Russie avec Wagner, on ne peut pas ignorer l'entrisme chinois avec les vaccins. Donc tout ça, forcément, ça crée un contexte qui rend intéressant le fait de travailler ensemble. La question de cyberattaque aussi, c'est hyper intéressant. Tout le chapitre sur la sécurité et la défense spatiale, qui n'est pas un sujet facile, parce que là aussi, il y a une concurrence franco-italienne très importante. Néanmoins, on est aujourd'hui face à des cyberattaques de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes. Moi, je viens d'une petite ville comme Brescia qui a été sous attaque, cyberattaque pendant un mois. C'est une petite mairie, c'est complètement débile. Mais voilà, sur les enjeux stratégiques, on s'imagine ce que ça représente. Idem sur les dossiers économiques. Évidemment, en Italie, la blessure de Fincantieri et de Saint-Nazaire est encore très, très ouverte. Mais en même temps, on a des économies extrêmement liées. Est-ce qu'on peut vraiment se payer le luxe de ne pas travailler ensemble? Voilà, tous ces sujets, à mon avis, sont un peu un fil rouge qu'on peut lire dans ce traité du Quirinale, qui sont assez intéressants. Et enfin, une dernière remarque pour conclure. Moi, ça m'a beaucoup étonné les réactions qu'il y a pu avoir en Italie, notamment de la part de l'extrême droite, qui a eu quelque façon une réaction gênée par rapport à ce traité du Quirinale, en disant qu'effectivement, il n'y a pas, comment dire, une équité, un équilibre, et que, en gros, l'Italie se ferait avoir dans la toile d'araignée de la diplomatie française, etc. Et effectivement, il y a un déséquilibre dans le sens que la France est le centre de deux traités bilatéraux, l'un avec l'Allemagne et l'autre avec la France. Mais c'est très intéressant ce complexe italien de dire l'activisme français nous gêne, mais nous, on n'a pas, nous Italiens, enfin moi je suis italienne, je me mets dans ce camp-là, nous, on n'a pas, entre guillemets, les épaules de dire l'Allemagne est notre premier partenaire économique. Si la France est le deuxième, l'Allemagne c'est le premier, pourquoi l'Italie ne pourrait pas avoir son traité de l'Élysée, version allemande, donc son traité du Quirinale avec l'Allemagne? Merci Catalina, merci beaucoup. À ce propos, je rappelle aussi que souvent en Italie, on a entendu dire, d'ailleurs ça a été colporté pas mal par la droite, justement, et l'extrême droite notamment, que les grandes entreprises françaises aussi avaient tendance à venir acheter une grande partie de marché, enfin prendre des parts de marché trop importantes dans l'économie italienne. Et puis sur la vision qu'ont eu les médias francophones du rôle joué par Mario Draghi au niveau international, notamment au G20, je ne suis pas totalement certain que les médias francophones aient relayé les choses telles que tu l'exposais auparavant, à tort d'ailleurs. Mais Gilles, la parole est à vous. Merci beaucoup. C'est toujours très difficile de parler après des introductions aussi riches et malheureusement, je partage la plupart des analyses, donc je ne vais pas créer un débat particulier trop violent avec mon intervention. J'aimerais bien en fait, partir de cette image. Imaginez-vous que vous êtes à la fin des années 40 en France et qu'on vous pose la question en 2020, est-ce que la France sera plus proche, est-ce que Paris sera plus proche de Londres ou de Berlin? Et je pense que très concrètement, et c'est ça la chose qui je trouve la plus intéressante de cette construction, cette amitié, ce couple, on peut utiliser le mot qu'on veut par la suite pour décrire, c'est que de fait, ce grand écart d'imaginaire et qui a été inscrit aussi dans un rapport de force historique, dans des guerres meurtrières, au fond a été très paradoxalement résolu. Et aujourd'hui, de fait, on le voit, Paris est en tension permanente avec Londres. Et de fait, Angela Merkel, quand elle fait sa dernière tournée en France, elle est accueillie comme si c'était presque voilà, une personnalité politique interne. Donc,
la chose qui est très intéressante avec le traité du Quirinal, c'est au fond de se poser cette question-là. C'est jusqu'à quel point il y a une puissance d'inertie dans ce genre de choses qui peuvent paraître très grises, un peu, peu intéressantes, enfin, grises pas au sens, pas transparente, mais au sens, voilà, pas sexy, l'interministériel, l'intergouvernemental, les rencontres bilatérales, toute cette partie qui en fait est liée à la machine profonde, à la machine de l'État. Et c'est un fait que c'est aussi grâce à ça, il y a tout un côté qui est très important aussi, qui est lié vraiment à l'amitié interculturelle, avec des jumelages, avec l'Office de la jeunesse. Il y a aussi cet élément-là. Mais d'abord et avant tout, il y a ce côté, cette idée, il faut que les deux administrations se parlent. Et le problème qu'a la relation franco-italienne par rapport à la relation franco-allemande, c'est que il y a une convergence, une proximité évidente. J'avais écrit un papier pour parler du traité du Quirinal et j'avais commencé en mettant 3 noms, Léonard, Mazarin et Dalida. En fait, on ne sait pas très bien si ces 3 noms, c'est des noms français ou si c'est des noms italiens, et c'est des noms qui, en fait, sont des noms absolument structurants de tout. Donc, il y a une proximité évidente. Évidemment, par la suite, il y a une proximité économique, il y a des infrastructures d'interconnexion. Par contre, il y a un paradoxe profond, c'est que cette proximité, au fond, produit des crises et des cycles très complexes à gérer. Et au fond, l'hypothèse de départ, je pense, de ce traité, et je crois que c'est aussi sa force, c'est de se dire que une partie du problème vient du fait que dans les cabinets, dans les ministères, dans les administrations, on n'a pas le numéro de téléphone, on ne sait pas avec qui parler quand il y a un problème. Au fond, c'est une chose qui m'a été répétée à plusieurs reprises par les personnes qui ont travaillé au traité. Le problème du franco-italien, c'est qu'on ne sait pas comment faire pour comprendre la ligne rouge de l'autre, on ne sait pas comment faire pour désescalader une chose, et donc très vite, on se retrouve pris dans des situations dans lesquelles, effectivement, Fincantieri, qui est un politique industrielle, sont faites de milliers, j'ai presque envie de dire, d'accidents constants de ce type-là, en fait, tout de suite, peut prendre des proportions importantes. Et je crois que c'est quelque chose qui, par exemple, est aussi lié à la crise diplomatique qui a un peu été le moment d'apogée entre la France et l'Italie, avec le rappel de l'ambassadeur français à Rome. Là aussi, c'est lié au fait qu'il n'y a pas de communication entre les deux pays. On ne sait pas, on s'inquiète, on ne comprend pas pourquoi Di Maio se trouve soudainement dans le territoire français. Donc, je crois que l'élément le plus intéressant, paradoxalement, c'est le moins intéressant. La chose la plus intéressante de ce traité, c'est que finalement, on oblige les deux administrations, et par la suite, il faut beaucoup de volonté politique pour que cette obligation soit mise en œuvre. Mais en fait, sur le papier, d'une façon solennelle, on se dit, c'est important qu'on travaille là-dessus. Et pourquoi c'est important? C'est parce que par la suite, on revient au fond à tous les éléments que Catherine a mis en avant, c'est-à-dire au fond le fait qu'il y a une perception d'une asymétrie qui est très profondément inscrite, surtout dans les milieux administratifs, mais aussi dans les opinions publiques, qui est vraiment problématique. Moi, je parlais avec un diplomate français, dont je ne peux pas dire le nom, mais qui était aussi au cœur de ces négociations, et il me disait une chose que je trouvais très intéressante, c'est qu'à son avis, le problème fondamental qu'il y a dans la relation franco-italienne, c'est que les Italiens pensent qu'ils voyagent en 3e classe avec un billet de 2e, alors que les Français voyagent avec le même billet, mais en 1re classe. Donc, il y a un peu cette idée que, par la structure, il y a une position qui n'est pas juste, qui n'a pas été bien répartie, avec une forme d'humiliation presque implicite. Et de fait, et c'est aussi un des sujets qui est important dans ce traité, cette reconnaissance, au fond, c'était un traité qui était difficile à négocier du côté français parce qu'en fait, l'État a été obligé de reconnaître en plein de champs, effectivement, une forme de reconnaissance mutuelle d'une égalité. Au fond, c'est difficile d'envisager qu'il y ait cette forme d'égalité. Une chose qui me frappe beaucoup de l'espace français par rapport à l'espace italien, c'est que de fait, disons, les élites administratives et politiques considèrent l'Italie un peu comme les élites américaines considèrent la France. C'est un endroit qui est très bien pour faire un voyage de noces, c'est un endroit qui est très intéressant, la cuisine est bien, il y a plein de choses intéressantes, mais ce n'est pas un endroit très sérieux pour faire des choses de fond. Et là, on revient au fond au problème structurel. Pourquoi en fait, on pourrait se dire que ce n'est pas nécessaire que les deux administrations se connaissent, c'est pas si c'est important. En fait,
C'est pas ça le cœur du sujet. Alors que de fait, je pense que c'est vraiment très important ce traité parce que si on revient à cette image voilà, de la personne des années 40-50 qui doit faire un pari sur la proximité future entre les deux pays, entre la France et l'Allemagne ou la France et le Royaume-Uni. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde d'un point de vue structurel avec un peu de recul, les 10 dossiers, les 10 priorités de la France et les 10 priorités de l'Allemagne, on se rend compte qu'elles sont très divergentes sur plein de sujets. Et pourtant, il y a de la coopération, il y a de la construction. Alors que si on fait le même exercice entre l'Italie et la France, on se rend compte que peut-être pas 10, mais au moins la moitié, en fait, sont vraiment convergents. Et au fond, c'est vraiment le cœur aussi de l'initiative du plan de relance, c'est précisément le fait que si on n'arrive pas à faire travailler ensemble les institutions, la partie un peu plus voilà, magmatique et liée au moteur de l'État, c'est très difficile par la suite de reconstituer un moteur pour traiter et faire avancer ces sujets qui restent et qui sont absolument centraux aujourd'hui. Et c'est là, je crois que ce n'est pas simplement, alors qu'évidemment, sur le papier, c'est ça, c'est pas simplement quelque chose d'interministériel, intergouvernemental avec un peu de culture par-ci par-là, mais c'est quelque chose qui peut être au cœur aussi d'un renouvellement politique avec un nouveau barycentre. Merci Gilles beaucoup. Alors donc un problème de communication aussi au niveau institutionnel, à la décharge des Français d'ailleurs, c'est peut-être aussi cela tient au fait que les équipes italiennes ont tendance à changer assez souvent. J'ai vu des doigts se lever et des réactions donc manifestement de la part de Jérôme d'abord. Jérôme, une réaction donc. Non, oui, pour prolonger un petit peu cette réflexion sur la façon dont se fait le travail administratif, moi, alors vivant à Rome, juste à côté des endroits où se font un petit peu toutes ces rencontres, je peux témoigner du fait qu'en réalité, quand bien même on allait lire au moment le plus difficile de la relation franco-italienne, en 2018-2019, il continuait à y avoir, au niveau technique du moins, des rapports assez intenses et assez suivis entre la France et l'Italie. Le problème, c'est que ça ne montait plus au niveau politique. Mais au niveau technique, ça continue à se faire. Il y a des allers-retours permanents. Là, aujourd'hui, on est dans une phase très, très chaleureuse, donc il y a des visites ministérielles en permanence. L'ambassade de France passe son temps à voir arriver et partir des ministres. C'est vraiment quelque chose de très, très soutenu. Alors là, en tout cas, sur ces 5 dernières années, c'est le moment le plus soutenu. Le fait est que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que cette proximité et cette immédiateté, finalement, je me souviens avoir discuté au moment de je peux le dire maintenant, quelques heures avant qu'il reparte en France avec l'ambassadeur Christian Masset, quand il avait été rappelé, on discutait un petit peu de la façon dont ça se passait, et lui, il avait été très étonné par le mode qu'avaient pu avoir les gouvernements successifs d'avoir recours souvent à des convocations d'ambassadeurs, par exemple, à la Farnésine, comme ça s'était passé pour l'histoire frontalière de Bardonnay qui a le 1er avril 2018 et comme ça s'était passé au moment de l'Aquarius quelques mois plus tard. La relation franco-italienne, en réalité, normalement, elle ne nécessiterait pas des convocations d'ambassadeurs dans la mesure où il y a des façons de communiquer dans tous les sens et qu'on est tellement proche que ça paraît très curieux de s'y prendre comme ça. Après, c'était aussi évidemment une façon de formaliser, une façon de mettre un petit peu de solennité dans les moments, et la France, en rappelant l'ambassadeur Christian Masset, a fait exactement la même chose. Sur un petit souvenir aussi sur ce moment-là particulier des Gilets jaunes, il faut quand même, à la décharge du gouvernement français, qui effectivement n'a pas aimé et n'a pas apprécié d'apprendre par la télévision ou par des confrères dont j'étais le fait que Di Maio était dans l'avion, en gros. Il faut quand même souligner que la Farnese elle-même ne le savait pas. Le ministère des Affaires étrangères italien n'était pas au courant et que ça, ce n'est pas un dysfonctionnement français, c'est aussi un dysfonctionnement italo-italien. On rappelle simplement ce que c'est, je ne suis pas certain que tout le monde. Donc, Di Maio était allé rendre visite à des Gilets jaunes en France, c'est l'actuel ministre des Affaires étrangères italien. Ça s'est beaucoup arrangé. Il était ministre du Travail à l'époque. Oui. Exactement. Il était vice-président du Conseil quand même, mais il n'était pas encore dans la diplomatie. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a certaines fois aussi où il y a certains dysfonctionnements qui sont un peu, j'allais dire, inévitables. C'est-à-dire que dans la situation et dans la configuration politique du moment, quand bien même il y aurait eu toutes les
automatismes et tous les systèmes et tout ce qu'on veut qui étaient déjà mis en place, on n'aurait pas pu empêcher Luigi Di Maio et Alessandro Di Battista de prendre l'avion ce matin-là pour aller voir à Montargis les leaders des Gilets jaunes. Mais en revanche, le fait qu'ils n'aient pas été prévenus, c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez, on va dire, inhabituel pour rester soft. Tout à fait. Merci Jérôme. Alors, on fait tourner la parole. Catalina, une réaction, et puis après, on se retournera vers Gilles. Catalina. Oui, non, mais j'abonde dans le sens de Jérôme. Emmanuel Macron vient de se rendre en Hongrie pour voir l'opposition, mais bien évidemment, tous les services d'ambassade ont été prévenus et il a aussi évidemment rencontré son homologue. Donc, Di Maio aurait pu faire les choses dans ce sens-là en rencontrant aussi le ministre français, à l'époque la ministre française, sauf qu'il y avait une volonté de casser une relation parce qu'il a un électorat qui lui demande de casser cette relation. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête. Et moi, je pense que je réitère le fait que sur l'implémentation et le fait d'avoir une volonté politique ou pas d'implémenter ce traité du Quirinale va aussi beaucoup dépendre de tout cela. Après, en termes d'équilibre, effectivement, moi, je suis totalement aussi d'accord avec ce que disait Gilles sur le fait de faire effectivement des alliances variables. La France a intérêt à travailler avec l'Allemagne sur des sujets, mais clairement, on a beaucoup plus de sujets qui bloquent, ou on peut dire qu'on avait beaucoup plus de sujets qui bloquaient avec l'Allemagne de Angela Merkel. La nouvelle coalition allemande laisse présager le fait qu'il y a quand même beaucoup de points en commun avec le président français et la politique de la France en général, la politique européenne, hein, je parle de la France, à l'exception près de l'austérité économique et le pacte de stabilité, ce qui n'est pas un petit sujet. Et après, effectivement, avec l'Italie, on a énormément de sujets en commun à partir de l'agroalimentaire, etc., etc. Après, l'autre chose que l'Italie ne fait pas, à mon avis, c'est le fait de jouer d'autres alliances variables. Par exemple, l'Espagne, moi j'étais marquée par le fait que Emmanuel Macron ait été au Sahel avec Sanchez et pas avec les Italiens. Conte, qui était Premier ministre à l'époque, s'est connecté sur Zoom à la dernière minute pour dire « Ah, mais moi aussi, je suis là, coucou, ça va ?» Merkel est arrivée un peu... Mais Sanchez était dans la salle avec Macron. Ça, l'Italie ne le fait pas, ne travaille jamais l'axe avec l'Espagne. La France le fait de plus en plus. Et ça, moi, je trouve que dans la diplomatie française européenne à 3, 5, 4 bornes, parfois avec la Pologne aussi, parce qu'il y a aussi, par moment, tu le sais bien, des sujets sur lesquels on va chercher d'autres alliances. L'Italie est très conservatrice dans sa façon de gérer les alliances européennes, dans une espèce de neutralité généralisée. Et peut-être avec Mario Draghi, les choses vont changer, je l'espère, parce que honnêtement, avec l'Espagne, on aurait aussi énormément de parties à jouer face à d'autres pays, également avec la France à 3 bandes face à l'Allemagne, et puis à géométrie variable. Donc un futur traité peut-être. Gilles, une réaction? Il y a beaucoup de choses, effectivement. Alors, pour revenir sur l'idée de l'interaction entre les deux pays, moi, c'est une chose qui m'a. D'ailleurs, je pense que je n'ai pas de réponse tout à fait claire sur ça. Donc, c'est le Cosmo Club, donc je lance aussi ça comme un sujet de conversation pour voir si vous avez vous-même des idées. Mais typiquement, il y a une chose qui est très évidente pour une partie non négligeable de l'État italien, celle qu'on appelle la doctrine Mitterrand, a été l'un des stigmates d'une humiliation profonde et continue. Et je ne vais pas du tout revenir là sur le fond de la chose et sur l'utilité, sur le sens politique de ce que c'était. Mais c'est clairement quelque chose qui était un choc permanent pour toute une partie de l'espace politique italien. Et qui était d'autant plus choquant qu'effectivement, il y a un peu ce côté, aujourd'hui, la France est attaquée, elle vit le terrorisme elle-même, etc. Et moi, je suis assez frappé par le fait que, fondamentalement, c'est seulement dans cette séquence dans laquelle on sent que le traité du Quirinal est en train de... à nouveau sur la table, il y a vraiment une volonté politique pour y arriver, que finalement, on remet en question la doctrine Mitterrand. Donc, au fond, c'est ça qui m'intéresse, c'est que la France et l'Allemagne n'ont pas des sujets qui pourrissent leurs relations pendant si longtemps, qui restent non traités.
Ou en tout cas, en fait, moi, comme par exemple, je ne vois pas très bien en fait, des choses qui sont pas si centrales. En fait, on ne parle pas effectivement de modèle économique du pays, on parle vraiment de choses qui peuvent être traitées assez rapidement. C'est pas, et encore une fois, c'est un peu cynique de dire ça, mais en gros, ça concerne quelques dizaines de personnes. Voilà, on ne parle pas du tout d'orientation macroéconomique, on parle vraiment des choses qui sont des mesures assez faciles à prendre. Et au fond, c'est là, je pense qu'il y a une question, c'est là qu'il y a une asymétrie. C'est-à-dire, au fond, il y a peut-être des interactions, mais des interactions qui ne passent pas au bon niveau, et on ne comprend pas en fait qu'il y a parfois des points de blocage, des petits cailloux dans les chaussures qui font que, en fait, sur le long terme, ça crée vraiment des divergences presque insolubles. Et il y a plein de dossiers franco-italiens comme ça. Et encore une fois, du coup, le pari qu'on peut faire, et c'est le pari qu'ont fait la plupart des personnes qui ont travaillé sur ce traité, c'est que ce traité, au moins, permet de faire en sorte qu'on soit obligé au niveau ministériel, interministériel, entre les gouvernements, de ne pas tourner le regard vis-à-vis de ce genre de problème. Et ça peut être une vraie avancée. En tout cas, voilà, je lance ce sujet. Et par la suite, je voulais quand même dire un mot sur Di Maio, qui, enfin, aujourd'hui, moi, j'ai certaines personnes du Quai d'Orsay qui me disent qu'il a beaucoup mûri. Son expérience aujourd'hui, c'est une personne qui a beaucoup mûri. C'est une façon assez intéressante, et je ne sais pas ce que ça dit aussi de l'analyse politique des affaires, mais c'est vrai aussi qu'il y a, dans le contexte politique, pour ces raisons d'asymétrie, il y a une méfiance vis-à-vis de la France qui est très profonde. Et là-dessus, ce n'est pas simplement une question d'administration et de dialogue entre les administrations. Il y a vraiment une question de politique. Et c'est là, je crois, qu'il y a des chantiers, évidemment, le chantier le plus simple, disons, pas le plus simple, mais qui est sur la table déjà aujourd'hui, c'est le pacte de stabilité. Et ça, c'est un sujet qui, par exemple, pourrait vraiment faire beaucoup de choses vis-à-vis de cette convergence. Merci beaucoup, Gilles. Alors, merci pour cette transition vers la dernière séquence, parce qu'il va falloir qu'on se quitte bientôt. Et ça permet de montrer, en tout cas, à vos interventions les uns et les autres, de comprendre le volume, j'allais dire du contentieux, mais il n'y a pas que des contentieux, mais en tout cas des dossiers qui lient ces deux pays et sur lesquels on ne se penche pas suffisamment, certainement. Donc, la question qui se pose, et en fait, Gilles vient déjà d'y répondre en partie, c'est est-ce que ce traité, notamment, va permettre d'institutionnaliser les relations de telle façon qu'on puisse plus facilement discuter de tous ces dossiers, alors qu'auparavant, peut-être que les choses se perdaient quelque peu, à la faveur notamment des alternances politiques qui faisaient que, au gré des relations parfois même interpersonnelles entre les ministres, les choses se faisaient ou ne se faisaient pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pour le reste, je pense qu'en termes de contenu, on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il y a énormément de choses à évoquer. Jérôme, tu commences peut-être? Alors oui, je veux bien. Alors, pour rebondir à la fois et prolonger ce que tu viens de dire, sur la doctrine Mitterrand, il y a une chose qui est très amusante d'un point de vue d'observateur lointain de tout ça, c'est-à-dire lointain parce que ça fait maintenant plus de 35 ans, c'est de constater que cette doctrine Mitterrand, elle a été en fait formulée en 1985, et d'ailleurs, ce n'est pas vraiment une doctrine, c'est juste une sorte de gestion un peu, un modus vivendi, on va dire, a été formulée en 1985, qui était un autre moment de très forte proximité franco-italienne. Si on devait chercher un moment qui serait comparable au moment Macron-Draghi, je pense qu'il faudrait remonter au moment Mitterrand-Craxi. Et en réalité, à ce moment-là, au milieu des années 80, ce qu'on appelle maintenant la doctrine Mitterrand était quelque chose qui était l'objet d'un accord entre la France et l'Italie. Sauf que, alors, en France, le chef de l'État a formulé une position en accord avec le représentant italien, et lui, il s'exprime en tant que chef de l'État, et le représentant du gouvernement italien, c'est un peu plus flou, c'est-à-dire que c'était Craxi, et ensuite, son successeur va se sentir autorisé à revenir sur la parole de Craxi. Parce que l'idée de la continuité de l'État, elle ne s'incarne pas dans le président, elle va s'incarner elle s'incarne en France chez le président, mais pas dans le président du Conseil en Italie. C'est-à-dire que ce que dit un président du Conseil, un autre président du Conseil peut le défaire. Ce que dit un président de la République en France, un autre président de la République le fera plus difficilement. Je pense que ça m'étonne à chaque fois de voir à quel point en Italie, il n'est pas rappelé que la doctrine Mitterrand en 1985 était quelque chose qui était profondément partagé par le chef du gouvernement italien avec le chef de l'État français. Et que c'était quelque chose qui était quasiment un service que la France rendait à l'Italie en empêchant que ça recommence, quoi, parce qu'on en était sorti.
Ça, c'est un pur point qui, moi, me fait beaucoup réfléchir et qui m'étonne à chaque fois. Pour, D'autant que c'est un sujet qui, pour le coup, crée l'unanimité au niveau politique, comme si d'ailleurs, d'une certaine façon, la droite et la gauche trouvaient là aussi le moyen de se rabibocher d'une certaine façon sur ce thème qui fait vraiment ouais, l'unanimité oui, aujourd'hui. oui. Tout à Mais fait c'est étonnant. pas du tout, c'est un texte, c'est un thème qui est très important. C'est vrai que c'est pas aussi important que la politique industrielle, mais en même temps, on voit bien que ça touche quelque chose d'extrêmement profond. Un diplomate français m'a dit, quand Macron a soulevé justement cette question de comment on sortait du parfois judiciaire de cette histoire, m'a dit c'est comme, vous savez, vous avez une écharpe dans le pied, et puis un jour elle s'en va, et puis d'un seul coup vous étiez habitué à cette gêne, et cette gêne disparaît. On a l'impression que dans la relation franco-italienne, ça a débloqué quelque chose. Rien ne dit par ailleurs à la fin qu'il y aura vraiment des extraditions, parce qu'il y a des problèmes de prescription, il y a des problèmes mécaniques, mais qui là pour le coup sont des problèmes de pure mécanique. Mais la façon dont ce dossier a été géré est très intéressante, parce qu'elle a été d'abord extrêmement politisée. Matteo Salvini, quasiment sur le tarmac de l'aéroport où il récupérait Battisti pieds et poings liés, a commencé à parler qu'il fallait maintenant aller chercher les Français qui buvaient du champagne sous la Tour Eiffel. Là. Et de fait, il y a eu une désescalade qui s'est faite, il y a eu des discussions techniques entre magistrats, très. Alors pour le coup, c'était impossible d'avoir d'informations, ce qui veut dire que c'était très intense et que ça allait très loin. Et à un moment, le sujet est revenu 2 ans après, sous une forme beaucoup plus, justement, pas des pics de talk-show. Et là, ça me fait venir à la deuxième remarque que je voulais faire, c'est qu'en fait, la grande différence pour le coup de perception entre l'Italie vue de la France et la France vue de l'Italie, c'est que le ressentiment anti-français est un sujet de clivage politique. Il y a particulièrement à l'extrême droite en Italie, il y a toute une aile en politique italienne qui est anti-française. Et il y a assez régulièrement, et on ne les répète pas à chaque fois, il y a assez régulièrement des attaques contre la France qui sont formulées par des leaders qui ne sont pas des leaders de seconde zone. Je veux dire, par exemple, Giorgia Meloni, il y a quelques jours à Atreyu, a eu plusieurs remarques extrêmement hostiles envers la France. Je pense que je ne vois pas de moment où on pourrait trouver dans les propos des politiques français de ce niveau-là des remarques aussi fortes. Il y a une vraie dissymétrie à ce niveau-là. La Il y a relation surtout une franco-italienne grande est un indifférence objet côté politique. français. Oui. Il y a même une grande Français, c'est indifférence. plutôt de l'indifférence. C'est plutôt de l'indifférence, c'est sans doute un complexe de supériorité mal digéré qui, effectivement, qui génère plein de choses. Mais il n'y a pas ça. Merci. Caterina, un dernier mot? Oui, non, mais effectivement, si Giorgia Meloni fait levier sur l'anti-français et l'anti-Macron, c'est parce que ça marche, sinon elle ne le ferait pas. Et d'ailleurs, c'est pas la seule, et c'est pas que l'extrême droite, même si c'est prioritairement l'extrême droite, mais Carlo Calenda, qui a toujours Fincantieri au travers de la gorge, régulièrement a des propos assez particuliers sur Emmanuel Macron, mais pas que Emmanuel Macron, sur le faux européanisme de la France. En fait, moi, je pense que les Italiens ont l'impression que la France a encore des délires de grandeur et que, de facto, a encore cette attitude coloniale du grand empire, et ils ont du mal à supporter. Moi, je me rappelle, et ça m'avait énormément marqué, quand Di Maio toujours s'en était pris au franc CFA. Pourquoi Di Maio, qui était à l'époque même pas ministre des Affaires étrangères, avait fait tout un truc sur le franc CFA alors qu'il était ministre du Travail. Donc théoriquement, ce n'était pas vraiment sa compétence, le franc CFA. Comme quoi le franc CFA était en gros la raison et la cause de l'immigration et de la vague et du tsunami migratoire, comme l'appelait Beppe Grillo à l'époque, etc. Vrai ou pas vrai, je ne rentre pas dans le débat, mais c'était de facto la faute de la France qu'en entretenant une relation colonialiste, impérialiste avec l'Afrique, du coup, remettait l'Italie à province envahie par les immigrés. Ça, c'est quelque chose qui est très fort, et c'est vrai que ce complexe d'infériorité vis-à-vis de l'arrogance française est quelque chose de très fort, et régulièrement, des politiques jouent avec parce que ça marche. Et c'est pour ça qu'encore une fois, le futur de ce traité, qui encore une fois est un accord politique plus qu'un traité, hein, parce que ça reste un accord politique,
dépendra des politiques qui vont être autour de la table pour le faire appliquer ou pas, ou partiellement, ou complètement, etc. Après, encore une fois, moi je pense qu'au contraire, au niveau technicien, ce traité peut amener beaucoup de choses, parce que si c'est vrai que dans les élites parisiennes, il y a ce mépris un peu ou cette indifférence de l'Italie, c'est très intéressant d'aller dans les territoires en France. Moi, je le fais régulièrement pour mon métier. Et quand vous parlez avec des maires, quand vous parlez à des présidents de métropole, tout le monde vous dit « Ah, j'étais en Italie, j'étais voir ça, ils font un travail exceptionnel, ils sont innovants dans la manière de faire sur les fonds européens. » Chose que moi, j'étais très étonnée, parce que ce n'est pas du tout l'image que j'en ai, je le dis sincèrement, mais comme quoi, il n'y a pas que les Catalans ou les Basques ou les Irlandais qui sont mis en avant, il y a souvent aussi les Italiens et pas forcément que les Italiens du Nord. Donc c'est vrai que le snobisme vers l'Italie est souvent parisien. Le reste de la France, c'est différent. Donc peut-être que ce traité pourra avoir une existence extra-parisienne intéressante. Et faire comprendre, c'est vrai, merci beaucoup à cette France aussi assez parisienne, et qui a peut-être ce type de complexe de supériorité, combien l'Italie est différente, combien aussi le fait régional est tout à fait différent, le parlementarisme aussi italien est différent, même si l'Italie souffre aussi, j'en suis tout à fait d'accord, d'un complexe de Calimero, disons. Alors, le dernier mot des derniers mots, vraiment, Gilles, et puis nous nous quitterons. Le dernier mot des derniers mots, c'est pour répondre à la provocation validée de Meloni chez Atreyu, où au fond, il y a un candidat qui, selon les sondages, est entre, je sais pas, 12 et 17% de cette élection présidentielle en France, qui, le 5 juillet, il n'était pas encore candidat, il était chroniqueur, mais bon, c'est pas non plus l'histoire ancienne, avait dit « Moi, je considère que l'Italie du Nord aurait dû être française ». Voilà, en fait, je pense qu'il ne faut pas forcément aller chercher du côté, disons, des partis plus mainstream, mais Meloni n'est pas un parti mainstream, c'est un parti d'extrême droite qui est complexe dans sa recomposition politique parce qu'il s'inscrit aussi dans une opposition, dans un bloc constitutionnel autour de Draghi, mais qui en fait, au fond, exploite aussi des choses qu'on retrouve du côté français aussi. Et je pense que fondamentalement, disons, pour répondre, pour finir en fait presque avec une provocation, la candidature de Zemmour en France peut faire du bien aussi vis-à-vis de ce complexe éventuel de supériorité dans l'espace politique français. Au fond, ça oblige aussi la France à regarder ce que le laboratoire politique italien a connu depuis trop longtemps désormais. Au fond, un visage d'une politique nationaliste, extrémiste, qui en fait partie de nos paysages politiques vis-à-vis duquel on n'est pas vraiment vacciné. Donc, je suis désolé de finir avec un mot si triste, mais bon, je voulais juste rappeler… Je ne suis pas totalement certain de partager cet optimisme, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et surtout terminer en citant la personne que vous avez citée. Mais moi, j'ai remarqué, c'est certain, ces dernières années, aussi un intérêt beaucoup plus grand du côté français par les observateurs politiques de ce qui se passe en Italie, qui consiste encore… qui est encore un laboratoire politique incontestablement. Je crois qu'on a énormément de matière pour un prochain rendez-vous et j'espère qu'on a contribué à apporter un éclairage sur ce traité du Quirinal qui, à vous entendre les uns les autres, représente en tout cas véritablement un beau potentiel pour pouvoir approfondir la relation entre les deux États. Donc, on va suivre ça de très près. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.